Bonjour Claudie Lanzi. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Sète, au Festival de poésie Voix vive, édition 2023. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, ton parcours artistique, Oui. Bon, voilà. Moi, je suis venue à la poésie par des chemins de traverse. Bon, j'ai fait une école d'art, les Beaux-Arts, et je ne suis pas fait de fac de littérature. Donc, je suis venue à la poésie par des chemins de traverse, et en fait, je me situe entre les arts plastiques et la poésie. J'avais du mal avant de dire que j'étais poète. Je me sentais pas légitime de dire je suis poète. C'est bon. En fait, je suis dans un entre-deux qui me va très bien. Je suis entre les arts plastiques et l'écriture. Après, c'est une posture, être poète. C'est dans la vie de tous les jours. On n'est pas poète parce qu'on vient au festival et qu'on dit des textes. Être poète, c'est avoir quelque chose à dire et à montrer dans ta vie de tous les jours, dans ta vie personnelle, dans ta vie quotidienne. C'est une façon de penser et d'agir, surtout dans l'action. L'écriture, c'est une action. Le dire aussi, c'est une action. Mais après, il y a le faire aussi, faire ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Voilà. Alors donc, moi, je fais beaucoup d'objets, je travaille beaucoup entre l'art et l'écriture. Après aussi, je me suis beaucoup questionnée aussi sur le rapport entre... là, ici, à Sète, on entend beaucoup de voix, des belles voix, des voix d'ailleurs et de près. Et en fait, moi, je me dis que est-ce que une belle voix, ça suffit pour être poète? Ou est-ce que si on n'a pas de voix, est-ce qu'on n'est plus poète? Je me suis beaucoup questionnée parce que je suis malentendante et la voix, je la perds. Comme Louis, plus s'affaiblit, la voix, elle part avec Louis aussi. Et donc, je me dis que voilà, si on n'arrive plus à parler, c'est qui va lire mes textes? C'est les comédiens. Donc, c'est plus moi. Ce que j'écris, il y a un phrasé que moi seule, j'ai envie de dire comme ça et que ce ne sera pas forcément répété. Donc c'est un vrai questionnement maintenant puisque je perds la voix et je me dis que est-ce que je peux revendiquer ça? Alors je travaille beaucoup en art plastique parce qu'en art plastique la problématique elle ne se pose pas du tout. Je travaille avec des objets, je travaille beaucoup des objets d'écriture. Et je me souviens, quand j'ai fait les Beaux-Arts, dans les années 80, l'école d'art de Marseille, les Beaux-Arts de Marseille, on n'avait pas accès à l'écriture dans l'art, puisque moi, mes enseignants, c'était Viala, Kermarek, c'était support surface, la figuration libre, la nouvelle figuration plutôt, et voilà, quand on mettait des mots, c'était un petit peu à côté de la plaque. Alors que maintenant, enfin, il y a quelques années déjà, dans les écoles d'art, vous avez la Belle Rojoux, ce sont des poètes qui viennent dans les écoles d'art et qui donnent la possibilité aux étudiants de travailler la poésie. Même sur Toulon, on a un enseignant qui est poète qui est invité aussi au Festival de Sète, qui s'appelle Patrick Sirot, et qui a fait donc un module qui s'appelle Poésonie à l'école d'art, où les étudiants donnent libre cours à des performances vocales, orales, ou avec des sons, ou même des mots, des sons qui deviennent des mots,
Et à ce moment-là, bon, on peut prétendre faire de la poésie dans l'école d'art. Mais avant, c'était pas du tout tendance. Hein. Donc il fallait faire voilà, de la peinture. Enfin, de la peinture ou du modelage, enfin peu importe. Mais voilà. Et moi, j'ai toujours écrit, peut-être que ça vient du fait que j'ai Louis en mauvais état, et j'ai toujours écrit. J'ai toujours fait l'écriture, le plus vieux que je me souvienne, j'adore travailler l'écriture. Mais je ne suis pas calligraphe. Ça, je m'en suis rendu compte parce que j'aime écrire, mais la calligraphie, alors je me suis dit, bon, ben, si j'aime écrire comme ça, je vais aller faire des sages rencontres de Lure avec des calligraphes purs et durs qui sont dans le geste. Avant d'affaire la lettre, ils ont tellement pensé la lettre qu'une fois qu'elle s'appuie sur le support, elle est déjà faite, fabriquée, rôtée, vomi, elle est déjà en place, quoi. Et moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Et en fait, avec les rencontres de Lure, où on a assisté pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que ce n'est pas la calligraphie ma problématique, c'est le sens, hein, plus que la forme, hein, dans le mot. Et voilà, donc je fais des objets, que je vous montrerai, là, des objets d'écriture, et où il y a un jeu avec les mots, et les supports. Parce qu'on me dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, à tous les gens, je dis, bon, j'écris, mais et sinon, en art plastique, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais de la peinture? Non. Tu fais la sculpture? Non. En fait, c'est difficile parce que maintenant, on catalogue, hein, il faut bien... D'ailleurs, quand vous allez à la DRAC, vous avez le truc qui est art plastique, vous avez le truc qui est écriture, les littératures, après vous avez les arts vivants, après vous avez les arts visuels, les multimédias et tout. C'est vraiment des bureaux cloisonnés. Et il n'y a pas de maillage entre les techniques. Et moi, en fait, je travaille des techniques qui m'interpellent pour ce que j'ai envie de dire. Alors j'ai eu de la chance de faire les beaux-arts, alors je suis à l'aise dans le moulage, dans l'objet, la fabrication, dans le montage, c'est des techniques que j'ai apprises. Donc je ne veux pas me focaliser, je ne veux pas m'enfermer dans une technique. Je prends la technique au service de ce que j'ai envie de dire. Voilà. J'ai envie de travailler avec du bois, je travaille avec du bois. Si j'ai envie de travailler avec de la cire, je travaille avec de la cire. Je travaille par rapport à ce que j'ai envie de dire à ce moment-là. Quand j'ai travaillé sur les femmes, j'ai appelé une série Les Silencieuses, c'est des femmes comme ça, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, c'est les femmes qui n'ont pas la possibilité de parler et d'agir, hein, que ce soit dans les pays d'Extrême-Orient ou même les pays très près de nous aussi. Et j'ai fait toute une espèce de travail là-dessus avec des horloges qui tournaient, qui marquaient le temps qui passe. Mais il y a toujours un peu la notion dans mon travail de mouvement. Et ça c'est clair, c'est une écriture qui n'est pas figée. Quand je fais les boîtes à chaussures par exemple, ce sont des boîtes, en fait. J'ai appelé ça boîte à chaussures, parce que quand on est malentendant, chaussures et chaussures, c'est presque pareil. Et je me suis aperçue en parlant avec une linguiste, que chaussures, c'est le même signe en langue des signes que chaussure. Chaussure et chaussure, c'est signe pareil en langue des signes. Et là, je m'étais dit, voilà, c'est un mot qui est complètement monosyllabique, il n'y a qu'une syllabe. Et après, qu'est-ce que je peux faire avec ce mot pour lui faire dire ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que je peux lui faire à ce mot? Comme moi, quand je suis meurtrie, que je n'entends pas et que je ne comprends pas, eh bien, je vais le couper en deux. C'est ce mot, je vais essayer de l'ouvrir, un petit peu comme quand on fait une césarienne, vous êtes tout seul, et puis vous ouvrez, et à l'intérieur, il y a des jumeaux, il y a plein de personnes autres que vous qui sont dans vous. Et bien dans le mot, il y a d'autres mots aussi qui sont là en attente d'être accouchés. Alors là, tu fais ça, tu tires un, là. Ça me fait moment. Hein? Et si je tire sur la tirette 2, ça me fait mouvement. Et en fait, c'est quand même intéressant, c'est de voir que le mot n'est qu'un moment du mouvement qu'on fait pour l'écrire.
le mot n'est qu'un moment du mouvement qu'on fait pour le dire. Et même si là-dedans, il y a des choses aléatoires qui arrivent, le sens, il retombe toujours sur ses pattes. Le sens, il arrive toujours. Et ça, j'adore faire travailler comme ça. C'est des boîtes qui ont les formats de boîtes à chaussures de taille 30, 36, 38, 42, 46, tout en bois et manipulable. J'aime bien que les gens touchent ce que j'ai fait. Il y a toujours un peu à découvrir, à chercher dedans, à travers le mot, les choses qui se passent. Ça j'appelais ça les chaussures à son pied. Mais c'était un hommage à Ferdinand de Saussure aussi, le linguiste, qui a mis les mots, qui a mis les termes à ce que moi je ne savais pas nommer quand j'étais toute seule, là, face à ma surdité qui grandissait, les mots que je perdais, et je disais qu'est-ce que je vais faire pour comprendre le mot entier. Alors bouf, on rajoute des choses au début du mot, ou on rajoute des choses à la fin du mot, pour que le mot il puisse s'équilibrer, pour que le mot il fasse sens, pour que le mot il devienne quelque chose qu'un logatome. Un logatome, c'est un mot qui n'a pas de sens. Un logatome, c'est un mot dont le sens est perdu. C'est un mot qui n'existe pas dans la grammaire, ou dans la règle française, dans la grammaire française, et il n'y a pas de syntaxe, il n'y a rien. Et donc, mais peut-être que c'est ce mot qui n'existe pas, mais peut-être que dans une langue extraordinaire, ce mot il voudrait dire quelque chose. C'est quoi un mot? Et en fait, je travaille beaucoup sur le langage. Moi, je suis plasticienne du langage. Voilà. Ça me dit qu'est-ce que vous faites? Voilà. Je travaille avec le langage comme d'autres travaillent. Et pour travailler avec ce langage, je mets les matériaux qui vont avec en fonction de ce que je veux dire. Je crois qu'on peut dire, tu fais de la poésie. Ah bon, je ne sais pas. Je fais de l'écriture. Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est de la poésie. Non, c'est très poétique déjà, donc... Tu vois, après, c'est de la poésie. C'est la poésie. En fait, quand j'ai été invitée plusieurs fois à cette... Et je vois que quand je fais de la scène, avant, j'arrive beaucoup mieux à parler. Je n'avais pas la voix. Là, j'ai eu des gros problèmes donc, de gorge. Hein. J'ai eu un cancer à la gorge il y a 10 ans et ça m'a laissé énormément de séquelles. Et avant, je faisais des choses sur scène qui faisaient, pour substituer au manque de ma voix, je prends en renfort, en béquille, des objets qui vont m'aider à dire ce que je veux dire et qui vont m'aider, qui vont me soutenir à un moment donné de ce que j'ai perdu. Et donc j'ai besoin de ce support quand je travaille. Je travaille toujours avec des objets. Quand je fais une lecture, il y a toujours des objets, il y a toujours des choses qui vont me soutenir dans ma lecture. Voilà. Après, je me suis dit, si je deviens sourde complètement, qu'est-ce que je veux faire? Et alors, j'ai fait beaucoup de langue des signes. J'ai appris, on a fait des stages énormément avec Éric Blanco. Et donc, on s'est mis à la langue des signes. Moi, je me suis dit, bon, voilà, ça sera mon moyen. Et en fait, quand j'ai fait la langue des signes, je me suis dit, c'est pas mon langage. C'est autre chose. C'est plus pareil, la syntaxe. C'est une autre langue. C'est la langue de l'image. C'est pas la langue du mot, c'est pas la langue de l'écriture. Les sourds, ils n'aiment pas écrire, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas écrire, ils aiment visualiser, les vidéos et tout. Et en fait, moi, j'aime écrire, j'aime le mot, j'aime taper, j'aime comme ça. Donc, je me suis dit, on fait la langue des signes, hein, c'est très bien, mais c'est pas ma langue. Et j'aurais du mal d'opter pour cette langue. Quoique avec quand même, quand on a déjà entendu, même si un jour on n'entend plus, on a quand même, on a quand même un souvenir de tout ce qu'on a perdu. On l'a perdu, mais il est quand même en mémoire. On l'a perdu, on le perd pour pouvoir le pratiquer, mais dans la tête, il n'est pas perdu. Donc, je pourrais quand même continuer à écrire. Voilà. Ouais, avec du texte. Il y a un truc qui m'a plu, parce que je travaille beaucoup en ce moment
sur un projet qui est un projet que je mène depuis un an, parce que quand je travaille, il faut que ça rentre bien dans la tête, hein, c'est le fait de faire des arts plastiques. Je n'écris pas pouf, un poème, hop, je donne à éditer, hein, non pas du tout. Parce que quand je me mets à écrire, je réfléchis, il faut que ça rentre, il y a des moments où je laisse un peu tomber. J'aime bien les postures, les deux postures différentes. La posture du plasticien, où je suis dans mon atelier, paf, je bricole, je fais des choses, je suis debout et tout. Et puis la posture de l'écrivain, ou alors, enfin l'écrivain, entre guillemets, où je suis dans le lit, souvent j'écris allongé. C'est complètement différent comme approche, et j'ai besoin de l'une de l'autre parce que ça m'apaise. Mutuellement, ces techniques, quand je les alterne, ça m'apaise, c'est très très bien. Et en fait, là, je suis sur ce projet où je mets en scène des personnages qui sont malentendants, comme moi. Je ne suis pas sourde, hein, je suis moitié sourde. C'est quoi malentendant? C'est pas sourd, pas entendant, c'est le maillot manquant entre les sourds et les entendants. Et donc moi je travaille là-dessus sur les personnages demi-sourds dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de la littérature ou dans la musique qui sont devenus sourds et qui ont quand même apporté des choses à la façon de progresser dans leur art, quoi, comment leur art a évolué, etc. Et là, pourquoi je disais ça? Parce que, en parlant de l'écriture, si j'étais sourde, ben, comment je ferais? Parce que Beethoven, comme il arrive à un moment où il n'entendait plus, il appelait ça, il faisait des cahiers de conversation. Les cahiers de conversation, il écrivait des questions, les amis répondaient par écrit, et lui il répondait, il en a eu, je sais pas, il avait, je crois que la bibliothèque, ils ont retrouvé, là-bas en Autriche, ils ont retrouvé 500 ou 600 cahiers de conversation. Il y avait des milliers de mots écrits dessus. 400, je ne suis bien du compte. Je crois que c'est plus de 1000. Et ça, c'est génial. Alors bon, c'est sûr que ça devait un peu gonfler les copains, hein, d'écrire. Ça ne fait pas envie d'écrire. Mais lui, au moins, ça lui donnait quelque chose. Il n'était pas out. Il était dedans. Voilà. Quand tu fabriquer, je crois que je peux utiliser ce mot, quand tu fabriques ton art, l'idée vient comment tu crées une de tes œuvres, par exemple, c'est chaussures à son pied, par exemple. Alors, chaussures à son pied, mais c'est des projets comme ça que j'ai en tête, que je porte très longtemps les choses. C'est pas l'enfantement je prépare 3 textes, 4 poèmes à faire publier dans l'année, pas du tout. Hein. Bon, alors le projet, en fait, je fais ça, pourquoi je travaille comme ça? De toute façon, c'est un exutoire l'art, hein, quand on a un handicap. Hein. Il faut que, c'est une façon de... c'est sûr que ça, si j'étais entendante, bien entendante, et j'aurais pas fait ça. C'est clair. Parce que je pense pas que ça préoccupe l'entendant comme ça me préoccupe moi. Hein. De tout jeune, j'ai appris à disséquer les mots, à faire des opérations sur eux. Donc forcément, c'était comme une revanche à prendre sur les mots. Et si c'est entendant, c'est pas ta problématique. Moi, ce qui me gave au plus, c'est que quand les entendants prennent un handicap pour en faire leur problématique. En fait, c'est pas ça. Moi, je pense à un peintre là qui se revendique le peintre de la cécité, de pas voir, il voit pas, il fait comme s'il était aveugle. Ça, je trouve ça, comment dire, indécent. Comme s'il n'avait pas assez d'arguments intellectuels ou assez de problématiques à lui pour pas aller prendre la problématique d'un aveugle. Un aveugle, il fait de l'art, hein. Il y a des aveugles qui peignent, hein, mais qui ont déjà vu, hein. Donc ils ont le souvenir des couleurs, et il y a même un aveugle en Turquie, mais lui il n'a jamais vu les aveugles de naissance, et il fait des petits points en braille pour faire... il peint des choses autour de lui, du quotidien, il ne va pas peindre des choses dont il ne peut pas toucher. Et il fait des tableaux, c'est très beau, hein. Il fait la couleur, après,
je peux pas définir si c'est jaune ou rouge. Mais bon, les couleurs, on les lui passe. Mais lui, il prend les couleurs et il les met dans tous les points des brailles, comme ça. Et c'est très beau, c'est des tableaux, on dirait du pointillisme, hein. On dirait des trucs avancera et tout, c'est magnifique. Donc, la problématique du handicap, c'est bien que ce soit les handicapés qui la mettent à l'honneur. Et que ce ne soit pas ceux qui entendent qui fassent comme ceux qui n'entendaient pas. Moi, ça me gave un peu ça. Comme s'ils n'avaient pas assez d'arguments et qu'ils n'avaient pas assez d'imagination pour trouver leur sujet tout seul, quoi. Voilà. Nous, on se bat avec le handicap et on essaie d'en faire quelque chose qui apporte quelque chose au regard d'autres personnes. Et surtout, par exemple, chaussures, voilà, des projets ils naissent comme ça. C'est des petits objets, des petits mots que je mets sur un carnet, comme ça, que je note par-ci par-là, et puis de temps en temps je ressors, ou alors c'est des choses qui m'interpellent dans l'actualité, et à ce moment-là, j'ai envie de témoigner sur quelque chose que je fais immédiatement. Mais ça, c'est un projet Chaussures à son pied qui a mûri très très longtemps, parce qu'il y a 30 ans de ça, je faisais beaucoup d'autres montagnes et beaucoup d'escalade, et en fait, la marche aussi. Et la marche, pour moi, c'était important puisque c'est un peu... ça renvoyait au pied. Le pied, c'est le pied de verre, c'est la poésie. C'est vrai, quand on marche, on peut réfléchir énormément. Et donc, je suis en montagne, et là, on s'est retrouvé à Chamonix, devant une statue qui était magnifique, en plein centre de Chamonix. Nous, on revenait d'une course dans la Vallée Blanche. Et ouais, je regarde la statue qui était très très haute, et le socle énorme en granit très très haut, et j'étais à la hauteur visuelle, en fait, mon regard s'est arrêté sur les chaussures des deux personnages en bronze. Alors, un personnage en bronze, il y avait le guide Balma qui était chamoniard, qui montrait de doigt le Mont Blanc, et à côté il y avait Saussure qui regardait, c'était je crois, la deuxième ascension du Mont Blanc au XVIIIe siècle. Et moi, comme on arrivait de la montagne, nous on était hyper bien chaussés, on avait les chaussons d'escalade de seconde peau, on avait les chaussures imperméables. Et le truc, vraiment, que je me souviens, parce que je l'ai noté, mais je me dis comment ils ont fait pour gravir le Mont Blanc, chaussés comme ils étaient, les chaussures en cuir avec clous, que le cuir ça devait peser, ça devait glisser sur la neige, comme ils ont fait pour monter au Mont Blanc. Et le premier souvenir que j'ai de mot chaussures, ça a été sur une paire de chaussures en bronze moulées sur une place. Et après, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est quand même bien ce mec-là, au XVIIIe siècle. Et puis je commence à feuilleter. Alors, ah oui, il était géologue, il a fait beaucoup de choses scientifiques et tout. C'était le grand-oncle de Ferdinand. Ferdinand, qui est le linguiste du 19e, qui me dit. Et après, je suis arrivée à Ferdinand, par des chemins de traverse encore. Et Ferdinand, il m'a éclairé sur mes problématiques que je nommais pas et que lui, il a mis un mot. En disant, voilà, c'est l'arbre paradigmatique, là, le signifiant, le signifié, voilà. Et voilà. Mais en fait, le premier contact avec le mot chaussure, ça a été gravé dans du granit. Voilà. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors, Gerasim Luca, bien sûr, qu'on a connu. Dans les arts plastiques, beaucoup, Duchamp, bien sûr, Marcel Duchamp, parce que lui aussi mettait des mots dans son travail, c'est un travail sur le langage, Marcel Duchamp. J'aurais aimé être Ernest Pignon-Ernest, j'adore son travail. Voilà, je me dis dans la vie, qu'est-ce que tu auras manqué? Ou Penone aussi. Avec Penone aussi, il a tout compris. Et Penone, il est très très actuel parce que maintenant, peut-être que l'artiste maintenant, il doit se poser les mêmes questions. Comment faire pour laisser le moins d'empreinte carbone?
est-ce qu'on va continuer à faire des œuvres grosses qu'on ne va pas mettre où? Alors si on vous les achète, ça va, quand il y a des commandes, on peut faire, mais les gens ne vont pas vous acheter toutes les années des commandes, ils ne vont pas vous commander toutes les années des œuvres. Hein. Donc après on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi? Hein, et ça va partir où ça va aller, quoi. Et Pennon, lui, c'est bien parce qu'il a travaillé avec la nature. Alors maintenant, c'est tendance, hein, avec écologie, machin, et il a fait des choses magnifiques. Là, voilà, c'est des auteurs qui m'inspirent. Bon, après, les auteurs qui m'inspiraient dans le temps, c'est Goya, c'est des choses comme ça. Mais plus près de moi, c'est des auteurs que j'admire. Et en poésie aussi, les auteurs, j'adore toute la poésie de la Renaissance, du Bellay, Ronsard, tout ça aussi. Eux aussi, ils avaient travaillé sur, quand on voit les anaphores, tout ça, Rabelais il avait déjà donné le départ de la poésie sonore. Hein. Déjà, à la Renaissance, vous avez tous les éléments qu'on entend dans la poésie sonore, ils étaient déjà présents à la Renaissance. Et ça, c'est les auteurs de la Renaissance, j'adore. Même du Moyen-Âge, hein, Charles d'Orléans, Christine de Pisan, voilà, Louise et l'abbé, tout ça, c'est des choses que j'affectionne énormément. Et voilà, et sinon, dans la poésie contemporaine, je l'ai dit, hein, des gens comme Bernard Exig, comme Gérasime Lucas, des gens comme ça. Quoi. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et la peinture contemporaine? Poésie francophone contemporaine, je pense qu'elle le supporte bien, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de festivals partout. Je pense aussi que peut-être qu'il y a aussi des écoles et un peu de mode aussi. Peut-être qu'on retrouve aussi les mêmes tendances qui sont... il y a des choses que je trouve un peu clichés, entre guillemets. Après, on prend la voix, on l'utilise, et des fois, c'est le choix. Hein. Dans la poésie sonore, c'est la voix au détriment peut-être du fond. Hein. Quand moi je me rappelle le poète là qui lisait les pages jaunes du Bottin, hein, rien dedans, mais la voix elle était tellement bien qu'on aurait écouté les pages du Bottin comme si c'était un truc comme ça. Après voilà, c'est bien, ils ont de la chance de pouvoir faire ça. Moi ils n'ont pas beaucoup à écrire, hein. Voilà. Ils ont beaucoup à dire mais pas beaucoup à écrire. Voilà. La traduction. Je ne suis pas trop parce que les langues, moi, j'avais un problème. Déjà, j'avais du mal à acquérir le français d'une manière la plus rigoureuse possible. Donc, j'ai pas pu très bien travailler sur les langues. C'est pas possible quand on est sourd. Mais quand même, tu lis des livres qui sont déjà traduits aussi, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais comme j'ai pas de référence avec la langue première, je suis obligée d'accepter ce que la traduction m'a donné. Ouais. Ceux qui ont la chance de lire à deux langues, ils peuvent se dire, ah tiens là, c'est pas bon, il y a un fou, mais moi je ne peux pas. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose sur les peintures contemporaines? Les peintres contemporains. Les peintres contemporains, j'ai parlé de Pennon, j'aimerais Opalka aussi. Opalka, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un monsieur qui écrit tous les jours des milliers de chiffres sur des tableaux. Les tableaux ont commencé noirs et puis il écrit des chiffres, 1, 2, 3, 4, et ça continue sur un autre tableau. Et maintenant, comme il vieillit, les tableaux sont devenus gris et là ils deviennent blancs. Parce qu'il est près de la mort. Il est mort déjà. Et c'est très beau, c'est que des chiffres, avec les nuances différentes. Ça, c'est le temps qui passe, quoi. Le temps qui passe, mais en live, quoi. La place des femmes dans la poésie, dans l'art? Elle est un peu plus importante maintenant. Hein. Il faut... Enfin, ça a été un peu compliqué parce qu'elles se sont battues
on les a un peu mis de côté, hein, on les a un peu oubliés, mais c'est un peu plus, mais quand même la parité, elle y part vraiment. Et on voit dans les festivals, nous, quand on travaille sur un festival qui s'appelle Les Auditives avec Éric Blanco, mais Les Auditives avec EAU, parce que on est un peu inquiet sur le devenir donc, de l'élément eau qui se raréfie et qui va poser problème. Donc notre festival, c'est un festival de la parole, de l'eau, mais de l'auditif, mais aussi de l'eau. Et en fait, on essaye d'avoir, je dis ça parce qu'on essaye d'avoir la parité, d'avoir autant de femmes que d'hommes, même des fois plus de femmes que d'hommes. Mais je trouve que dans les festivals, et même dans les littératures, les femmes ne sont pas en majorité. Elles sont quand même en sous-nombre. Ici. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? La poésie, ça devrait l'être en tout cas. Je ne sais pas si c'en est une, mais ça devrait l'être. Parce que la poésie, elle permet de voir le monde autrement. Des fois, le monde, pour le voir, on est obligé de passer par la poésie pour le voir. Mais un petit peu comme quand vous voyez les murs un peu décrépits. C'est un peintre qui a peint les murs décrépits, et maintenant, quand vous voyez un mur décrépit, vous dites ah, ben, c'est comme lui. En fait, c'est le contraire. C'est ça avant. On peignait la nature, et les gens après voyaient la nature à travers le regard du peintre, et après penchaient aussi sur la nature, sur des choses qu'ils n'avaient pas remarquées eux, mais que le peintre a permis de favoriser ce regard, d'étranger le regard des gens. Moi, je crois que c'est important ça. Et aussi, le texte, c'est la même chose. On dit, et après, on se dit, ah ben tiens, le quotidien, il est vu comme ça, et ça me permet en fait, de relativiser ce que moi j'avais d'a priori. Voilà. Je pense que l'art est nécessaire à la vie. Je crois que, voilà, quand on a compris ça, je crois que l'art devrait être obligatoire, mais pas faire un truc comme ça pour l'enseignement, par exemple, de faire 1 heure par-ci, 1 heure par semaine. Il faudrait que l'art fasse partie de la vie. Je crois. Mais pour s'en sortir, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Est-ce que tu peux nous parler de votre maison d'édition, quand vous avez créé le nom? On a créé la maison d'édition. Et comment vous choisissez vos auteurs, vos textes, etc. Ouais. Alors, on a créé la maison d'édition en 1994. Ça s'appelle Pleine Page avec un A, parce qu'on était dans le quartier de la Plaine, à Marseille. Et puis pour nous, la plaine, c'est la feuille aussi, la blancheur de la feuille, la platitude de la feuille. Et on écrit, donc c'est l'édition Pleine Page qu'on a fondée avec Éric Blanco. Après, on est venu dans le Var. Cette maison, elle est née. Au début, on ne publiait pas beaucoup de livres. Et après, on a commencé à recevoir des manuscrits. C'est difficile d'être éditeur, très difficile. Je parle parce que là, on reçoit énormément de manuscrits et puis des manuscrits magnifiques, qu'on ne pourra jamais publier, parce qu'on en a trop. Donc, je veux dire, moi, en tant qu'artiste, là, finalement, je ne devrais pas faire de la coédition, parce que ça, je ne peux pas supporter de dire non, quoi. Alors on dit, si c'est pas lu, on vous informera dans 6 mois. Mais on sait qu'on ne les publiera pas. Et on a plein de gens qui écrivent des choses merveilleuses, plein de gens. Et que l'éditeur, après, comment on fait, on peut pas, à un moment donné, c'est grave de dire ça, mais à un moment donné, quand on se retrouve en réserve autant de livres, plus de livres que ce qu'on a vendu, c'est quelque chose, et que pour être éditeur, il faut avoir un métier à côté, comme poète. Tu es poète et autre chose. Tu es poète et bibliothécaire, tu es poète et enseignant, tu es poète et machin. Tu n'es pas poète tout seul. Qui c'est qui gagne sa vie en tant que poète tout seul? C'est pas en faisant 4 festivals dans l'année que tu gagnes ta vie. Et c'est pas dans les publications que tu vas gagner ta vie. Donc, et l'éditeur, idem.
Je pense que l'éditeur, c'est un sacerdoce, hein. C'est un métier où tu sais que de toute façon, tu fais ça, c'est un peu des subventions, tu les mets dans l'édition, et puis c'est tout, quoi. Parce que c'est très difficile maintenant d'être éditeur, très très dur, je crois. Et puis, il faut des diffuseurs, il faut que, après le livre, c'est pas le tout, le fabriquer c'est facile, mais après il faut qu'ils vivent les livres. Et puis en plus, il y a quand même des choses vous avez des auteurs qui publient 5 livres par an. Donc vous n'avez pas fini de faire un livre qui est déjà vieux. Même dans la tête de l'auteur, il est déjà vieux. Donc c'est pas possible. Il y a un moment où c'est plus possible. Alors donc, je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu quelque chose qui m'avait scandalisé il y a 5 ou 6 ans de ça, à Marseille, dans une lecture comme ça, et un auteur qui venait sortir un livre dans une maison d'édition connue, et le livre était là, présenté comme ça, sur la table. Alors voilà, je viens de sortir un livre, là, très bien, mais par contre je vais vous lire un extrait de mon prochain. Et voilà, qui lit des pages A4 en vrac. Et le livre, il était là. Alors là, je me suis dit, mais putain, mais quoi? Je veux dire, tu vois, c'est quoi? C'est quoi que tu fais? Et en fait, je pense aussi que les poètes, moi je vois le point de vue des deux, hein. Donc les poètes aussi ils sont contents de leur éditeur, mais en fait, ils ne le portent pas comme ça, c'est presque normal. Un éditeur qui publie un livre, et ben ça, on passe à autre chose avec un autre livre. C'est pas comme un roman où le mec, il passe 1 an et demi de sa vie pour faire ce roman. Hein, il est complètement dans ce roman. Donc pendant ce roman, il a chié, il a accouché, et il va le défendre. Tu fais 3-4 livres par an, qu'est-ce que tu veux défendre? Tu comprends? Donc ça c'est une vraie problématique, hein, je veux dire. Et pourtant, s'ils en ont besoin de faire des livres, ok, qu'ils le fassent parce que c'est super, c'est leur besoin, ils le créent en permanence, mais pour l'éditeur, c'est pas viable. Franchement. Voilà. Et tu fréquentes le festival de poésie de Sète depuis des années, je suppose, n'est-ce pas? Et le Montchel de poésie aussi. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions? De Sète là? Sète et Montchel de poésie de Paris. Par rapport à notre festival, non? Oui, c'est notre festival et encore, comme on dit, Montchel de poésie de Paris. Paris, marché à poésie. Marché à poésie à Paris, on n'est pas allé cette année. On a laissé des livres en dépôt avec le centre de poésie de Marseille, le CIPM. On n'est pas allé parce que... En général, les impressions, ça veut dire ça? Je sais pas, moi le marché de la poésie, franchement, c'est bien. Mais c'est incontournable, hein. Il faut que, quand tu es éditeur, il faut passer au marché de la poésie. Mais pour nous, ça revient cher. Parce qu'il faut se loger à Paris, c'est bon, ça habite Paris. Hein. Donc ça va, mais si tu te loges à Paris, c'est pas possible, quoi. Et donc, c'est trop cher, ça nous revient trop cher, les centres sont super chers. Donc, nous, on ne vend pas, on fait cul nu, tu vois. Ça me fait, pour nous, en fait, c'est pas trop rentable. Mais on est mieux à 7 parce que c'est plus... déjà, pour s'héberger, c'est pas le même prix, hein, c'est 4 fois moins cher qu'à Paris. Et puis, c'est l'été, on est dehors, tout ça, c'est plus... le truc à Paris, c'est la compression, là, c'est une place de marée humaine. Là. Je me souviens une année, on avait un stand, il pleuvait, les gens arrivaient sous les parapluies, comme ça, ils envahissaient le stand, les gouttes qui tombaient, qui dégoulinaient du parapluie sur les livres. C'était l'horreur, je me rappelle. Je me suis dit, mais non, je ne veux plus vivre ça, moi je ne suis pas là pour vendre, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas possible. Comme une année aussi, on était à la fête du livre de Toulon, on s'était mis dans un stand, c'était bien. Manque de bol, derrière, là, il y avait les frères Boganoff, il y avait celui qui était dans Plus belle la vie, là, qui faisait Laurent, là, je sais pas,
Et les signatures, tout le monde venait, prenait les frères Bogdanov, le grand frère aussi, celui qui va toujours chez les parents compenser pour élever leur ado, qu'il n'y ait pas de problème. Et nous, on était là, les gens, ils étaient devant nous, comme ça, ils regardaient là-bas pour faire des selfies et tout, et à mesure, les flux des gens venaient sur nos livres. On a dit non, c'est plus possible, ça aussi, on ne vient plus. Voilà, on ne vient plus, quoi. Je dis, ah, c'est quoi c'est pas, voilà. Où il est l'art, là. Et premier recueil publié et première expo faite, je veux dire, c'était quand? Oh là là, première expo, c'est en 80. La première expo, c'est en 80, c'est un peu de peinture, un peu peinture écrite avec des textes. Ça faisait un peu signalisation, signalistique, hein, je travaille beaucoup sur la signalisation routière. Et première lecture, c'est plus tard, première lecture, hein, parce que j'étais beaucoup plus en peinture qu'en lecture. Mais après, j'ai commencé en 90, la première lecture. Voilà, à peu près, ouais. Puis fais la haute montagne, et puis bon, j'avais des carnets quand j'étais en haute montagne, j'écrivais, mais bon, j'étais passionnée. Hein. Donc moi, je ne peux pas faire des choses à moitié. Donc à haute montagne, pendant 10 ans, c'était 30 km à courant par semaine, à pied, en courant, après faire aller voir des parois pour regarder si c'était possible. Donc je me suis consacrée vraiment avec plaisir, que je ne regrette pas, parce que j'ai vécu des moments magnifiques à la haute montagne. Donc, j'ai commencé la première expo en 80, j'ai fait la haute montagne, et en 90, j'ai recommencé à exposer et à faire des lectures. Et premier recueil publié? Le premier publié, oh là là. Mais j'ai publié beaucoup en revue, chez Doc, beaucoup avec Doc, avec Action Poétique, tout ça. J'ai beaucoup publié en revue. Hein. J'aime bien l'aventure de la revue parce que c'est collectif, c'est ça. Et publié, je ne me rappelle pas, c'était, je crois, j'avais une bourse du CNL en 2000. J'avais une bourse du CNL pour un recueil qui s'appelait Les Auditives, qui racontait comment dans la vie on se comporte quand voilà, on n'entend pas. Et ça n'avait plus, j'avais eu cette bourse pour faire ce livre. Et je crois que c'était Fidèle Antelme à Marseille qui avait publié ce livre-là. Après, j'ai pu, des fois de temps en temps, quand on fait un truc de collection, une nouvelle collection dans la maison d'édition, la nôtre, je fais souvent le premier tome de la collection, le premier livre de la collection, pour voir comment ça se comporte et tout. Par exemple, dans Les Oublis, j'ai fait le premier qui s'appelait Ritournelle. Voilà. Mais chaque fois qu'on fabrique une collection dans la maison d'édition, je fais le premier recueil. Et puis là, j'ai fait un truc avec Lanskin aussi. En fait, je ne suis pas acharnée, quoi. Je veux dire, j'ai plein de textes, mais je ne suis pas acharnée à publier. Il faut publier. Voilà. Je ne suis pas déterminée au point de... Si ça se fait, ça se fait. Je ne suis pas là, regardez. Mais par exemple, tu peux faire une type d'œuvre complète, par exemple, mais après tu peux continuer de réfléchir, faire des autres choses aussi, mais au moins une première jet qui sort, et puis qui se rencontre avec le public. Oui, aussi. Mais moi, comme là, maintenant, j'ai du mal à parler, je veux dire, j'ai tendance peut-être à me retirer un peu, quoi. Tu vois. J'ai plus cette envie... allez, on y va, il faut qu'on me repère ici. Je pense que j'ai... C'est pas ça, c'est... Non, mais qu'on m'écoute, absolument qu'on m'entende, il faut qu'on me voie. J'ai plus ce désir comme ça d'auto-centrer, quoi. J'ai l'impression que je prends... que j'ai une focale qui se recule, tu vois, que je prends de la distance et que je vois un point de fuite plus loin, mais et sans regret, quoi, sans regret et sans... pas du tout sans amertume, on va chercher le mot. Mais c'est comme ça. Peut-être aussi, on s'est fait de vieillir. Bon, quand on a fait des choses, sa vie, on l'a accompli comme on a bien.
enfin, je pense être me regarder dans la glace et être en accord avec moi-même dans toutes les actions que j'ai faites et que je fais encore. J'ai plus tendance à regarder que la poésie, elle puisse servir maintenant, pas se regarder le nombril, mais à défendre des causes importantes. Et là, on a un poète qu'on a publié qui est architecte, et ça fait 40 ans qu'il se bat pour dire que, voilà, la construction, elle devrait faut construire comme ça, il ne faut pas bétonner, il faut désimperméabiliser les sols, il faut qu'il y ait des gouttières à l'extérieur, enfin des gouttières à ciel ouvert, et pour que l'eau puisse régénérer les nappes phréatiques. Là, on est dans ce combat là maintenant, sur les enjeux de l'eau dans le monde. Hein. Il faut savoir que bientôt on aura la guerre de l'eau, hein. C'est pas des fantasmes ça. Donc, je suis plus enclin maintenant à travailler sur une cause qui soit une cause qui a de l'importance. Et ce mec, ça fait 40 ans, notre pote là, Yves Perret, 40 ans qu'il le dit. Alors maintenant, ça commence à devenir tendance. Alors il est bien, il vend des conférences, mais 40 ans qu'il se bat contre des institutions, contre des moulins à vent. Et voilà. Donc là, c'est vrai qu'on est plus engagé là-dessus, sur cette problématique-là qu'on a envie de défendre. Merci beaucoup, Claudie. Ben, c'est des textes un peu... Chaussure à son pied, tu peux dire ça? Alors, chaussure à son pied. Chaussure à son pied conjugue mes deux passions pour la langue et pour la marche, via une langue en marche, en mouvement, articulée et parfois désarticulée. Chercher des rapports implicites entre chaussure et chaussure, c'est jouer à fabriquer des noces inattendues entre les choses qui n'ont en apparence rien à faire ensemble. C'est les articuler pour créer du lien et les rassembler au sein d'une union fertile dans un chassé-croisé entre art et poésie. D'abord, comment et pourquoi faire cohabiter ces deux mots, chaussure et chaussure? Sont-ils liés à une écoute altérée, à une prononciation malhabile ou mal articulée, par des phonèmes ressemblants, par des lettres communes, par une bascule de son entre S et CH, par des sonorités voisines? Sont-ils faux jumeaux? Sont-ils paronymes? Y répondre, c'est montrer comment je m'approprie la langue pour mieux la poétiser, en la chaussant à ma pointure. Chaussure et chaussure semblent déjà souliés par un à peu près phonique, une amphibologie sonore. Et c'est sans doute qu'au-delà de cette dérive phonique se cache une histoire commune, telle des liens de parenté inavoués qui ressurgissent par ricochet, chaussure, langue, langue êtes-vous là, languette, chaussure. Encore? C'est génial. Bon, je vais mettre... parce que là, il est trop long. Hein. C'est pas grave. Je vais lire que ça. Donc, tu peux lire tout entier. Horace Bénédicte ou la chaussure de Saussure. Ma première rencontre avec le mot chaussure ne s'est pas faite par le biais d'un livre, mais par une inscription gravée sur un socle de granit. Il s'agissait d'Horace Bénédicte, géologue, naturaliste, fondateur de l'alpinisme et grand-oncle de Ferdinand le linguiste. Horace Bénédicte est représenté par une imposante statue de bronze au centre de Chamonix, bâton de pèlerin en main, avec à ses côtés le guide chamoniard Jacques Belma, qui pointe du doigt le Mont Blanc. Tous deux immortalisant ainsi l'ascension du plus haut sommet d'Europe au XVIIIe siècle. Un exploit face aux conditions logistiques et techniques de cette époque. Devant cette grande statue découverte au retour d'un retour d'escalade, d'une course à escalade dans le massif du Mont Blanc, mon regard s'est situé à la hauteur du socle et dont des chaussures de ces personnages historiques avaient fait émerger une banale question. Comment avait-il pu gravir ce sommet et avancer dans la neige, chaussé comme il était, avec des guêtres, des bottes à talons et des godilles en cuir aux pieds?
et qui mouillé devait alourdir la marche et ralentir chaque pas dans la montée. Équipement de cuir aux pieds, et qui mouillé devait alourdir la marche et ralentir chaque pas dans la montée. Équipement plus que sommaire pour nous marcheurs et alpinistes passionnés qui possédions piolets performants, chaussures à crampons imperméables et chaussons d'escalade de seconde peau. Sachant qu'être bien chaussé demeure la condition vitale pour marcher en montagne en toute sécurité, les chaussures de chaussures soulevaient déjà une interrogation, certes d'une autre type. Ainsi, avant même de connaître Ferdinand, le linguiste, le premier contact avec le mot chaussure s'est trouvé simplement associé à une paire de chaussures en bronze moulé. Puis, en pissant sur les traces d'Horace, telle une marche d'approche, j'ai découvert son petit-neveu, Ferdinand, le linguiste, dont les théories m'ont éclairé sur les difficultés langagières qui étaient les miennes et que je ne savais pas encore nommer. Langue glaciaire, langue primaire. Très jeune, j'ai mis en pratique des notions de linguistique sans même le savoir, car j'étais confrontée à une vie insoupçonnée derrière les mots, due à une déficience auditive. Je m'efforçais de conquérir les mots les uns après les autres, ces mots mal perçus. Pourtant, l'acquisition de la langue, de par les difficultés de son approche, était comparable pour moi à une paroi d'escalade vertigineuse qu'on doit ouvrir et vaincre, à un effort continu, dans un effort continu et dans un rythme lent et précis. Il fallait pour y avoir accès, grimper avec patience et trouver le bon équilibre de son corps avec la matière verticale, comme avec le rocher, palier après palier, vire après vire, en empruntant parfois des voies parallèles ou en utilisant des gratons de secours pour pouvoir s'élever et aller au-delà des défaillances que l'on a et que l'on devine en soi. Ferdinand, ou l'audition au cœur du système linguistique. La perte auditive nous contraint à réfléchir sur la langue et donc sur soi-même et sur notre relation aux autres, puisqu'on se trouve dans l'obligation de fonctionner dans d'autres rapports avec la langue et avec les autres. Cet handicap évolutif, tel la surdité de perception, nous confronte d'une manière incessante à des incertitudes qui sont les glissements du sens, le malentendu, son altération, jusqu'à l'apparition d'un terme dont le sens est définitivement perdu, appelé logatum. Cet inconfort d'écoute qui génère des rapports phoniques particuliers m'a permis très tôt de mesurer le côté arbitraire du langage et d'engager d'autres relations avec lui. Il s'est alors agi de prendre les mots comme des matériaux. Ils devenaient une matière à découper, à sectionner, à disséquer. J'ai donc abordé la linguistique de manière inconsciente, en faisant appel à des procédés qui compensaient les rapports bancals que j'entretenais avec la langue. Comment articuler un mot pour amplifier, retrouver son sens? Par quoi compenser un sens perdu? Par quel syllabogramme? Par quel combinatoire? Par quelles articulations? Par quelles homophonies? C'est souvent par des jeux de mots que l'on se rend compte de la dérive de la prononciation, de la complexité du langage. Et Ferdinand de Saussure a été le premier à mettre l'audition au cœur du système linguistique. Se référer à la linguistique pour transcrire plastiquement et poétiquement le son altéré d'un mot, c'est agir directement sur son sens pour lui trouver d'autres essences, d'autres naissances. Ensuite, j'ai utilisé le langage comme base de tout mon travail plastique, dans lequel art, langage et poésie sont intimement liés. Chaussure au passé. Habileté sa chaussure comme être habileté par la langue. Chaussure à son pied relève de ma passion pour la marche et de la fascination qu'exerce sur moi cet objet métonymique de notre pied, la chaussure. J'ai gardé toutes mes chaussures de marche, tous mes chaussons d'escalade et d'autres modèles usés. J'ai beaucoup de mal à me séparer, à jeter les chaussures usagées, préférant les recycler et les utiliser comme pièces à mouler ou pièces à installer. La chaussure est l'assimilation parfaite d'un objet à une partie de notre corps. Elle garde l'empreinte du pied, qu'il a porté. C'est l'indice de notre identité. Cette protection détachable et rattachable, ajustée à nous-mêmes, qui nous sert et qui nous définit si bien, est utilisée ici comme référent phonique, plastique et poétique. Le pied étant l'une des parties les plus articulées de notre corps, il nous conduit pas à pas, syllabe après syllabe, vers une poésie en marche et encordée. Chaussure, pied, pied de vers du poème, poème en marche, marche articulée,
articulation de la langue, langue linguistique, linguistique, chaussures. Chaussures. Merci beaucoup.